Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Prompt Fiction d'Exalt. Bonjour à tous et bonjour à toi, Julien, qui nous rejoint pour cet épisode. Julien, on a une histoire qui remonte à, j'ai fait le calcul tout à l'heure, à quasiment 16 ans maintenant, parce que tu as été mon premier maître de stage, je ne sais pas si j'étais ton premier stagiaire, à une époque que tu raconteras peut-être. Ce qui me faisait vouloir t'inviter aujourd'hui dans ce podcast, c'est que tu as eu un parcours très divers, toujours très orienté autour de la technique. Alors, est-ce que, en quelques mots, tu peux revenir sur ce que tu as fait et là d'où tu viens ? Merci Arthur. Déjà, merci de m'inviter. Je suis vraiment ravi de te retrouver autour de cette conversation autour de la tech. Donc moi, effectivement, j'ai eu une carrière professionnelle assez diverse. J'ai eu une première partie de carrière où j'ai travaillé 10 ans pour l'INSEE, donc l'Institut national des statistiques. J'ai fait des études économiques, j'ai fait de l'analyse, de la statistique, du SAS, du MVS, plein de choses. J'ai fait du dev en C++ sur des projets un peu wild à cette époque. Et puis, donc ça, au bout d'un moment, j'ai vu un peu les limites de l'administration. Et donc là, j'ai complètement changé de monde en me disant, voilà, ce que je veux faire plus tard, c'est des startups. Donc je suis reparti un peu de zéro, simple développeur. Et du coup, j'ai eu plein d'aventures dans plein de domaines. J'ai fait des trucs sur les voitures, j'ai fait des trucs sur le commerce, la géolocalisation des commerces et des modèles d'attribution, de zones de chalandise, de choses comme ça. J'ai fait des RH. Je m'étais occupé de la data d'une entreprise qui s'appelait Selectively, qui faisait donc l'idée de Selectively, c'était à la fois de faire de l'événementiel. Donc, ils vendaient des prestations d'événementiel avec forcément du management typiquement de jeunes étudiantes qui allaient tenir des stands d'accueil. Et puis, qui faisaient aussi du recrutement le plus automatisé possible pour des postes de type office manager, référence RH ou ça, qui n'étaient pas du tout adressés par les chasseurs, en fait. Et du coup, voilà, c'était une belle aventure. Donc, moi, j'étais responsable de la data. J'ai beaucoup appris sur la data, mettre des choses en prod. J'ai beaucoup appris aussi sur la façon de manager une équipe, d'interaction entre un CEO et un CTO. Ça m'a beaucoup appris. Après, je suis parti ensuite parce que l'entreprise a fini par disparaître. C'est la vie traditionnelle d'une startup. Et donc, la dernière startup où j'ai travaillé, j'ai rejoint une entreprise qui à l'époque s'appelait ICA et qui est devenue OpenSea. Donc c'était une plateforme de big data pour les banques. Donc c'était toutes les analytiques autour du calcul de risque. Donc typiquement des milliards de points de sensibilité qu'il fallait agréger et mettre à disposition du business, qui faisait des calculs dessus. Donc c'était hyper intéressant. Moi je suis arrivé à un moment de transition entre une première vie de cette startup qui était une plateforme de calcul de risque, donc quelque chose qui était vraiment très ambitieux et je suis arrivé au moment d'un pivot et c'est moi qui ai écrit les premières lignes de code de ce pivot et ensuite l'équipe m'a rejoint et donc c'était se concentrer sur les analytiques de ces calculs de risque. Donc voilà, j'ai découvert comment gérer une équipe, comment scaler un produit, comment discuter avec des clients qui sont les banques, qui sont pas les clients les plus faciles. Donc voilà, une super aventure. Et donc jusqu'à 3 ans où j'ai rejoint Free. Donc voilà, un parcours assez divers. Absolument. Et moi, c'est ça qui me fascine à chaque fois, c'est que tu as travaillé dans des environnements très différents, mais avec comme ligne de force la technique et la data. Quand même. C'est vraiment, je pense, les deux choses. Et maintenant, l'intelligence artificielle dont on va pouvoir discuter. Et donc, voilà, aujourd'hui, comme je le présente en général, ce podcast a vraiment vocation à parler des humains qui sont derrière la technique, qui sont derrière l'intelligence artificielle. L'objectif, c'est pas de faire des annonces comme chez OpenAI. L'idée, c'est vraiment d'essayer de comprendre du quotidien et des choses qui se passent, mais aussi des tendances longues, des tendances fortes. Donc aujourd'hui, on va avoir trois grands chapitres, comme dans chacun de nos épisodes. Le premier, ce sera le vibe coding et la révolution du développement. Donc, savoir si on est plutôt dans une évolution, une révolution. Pas sûr qu'on arrive à trancher, mais je pense qu'il y a quand même des éléments qu'on va pouvoir aller creuser d'un et de l'autre côté. Deuxième grande partie, dans le métier justement au quotidien des développeurs, qu'est-ce qui change, qu'est-ce qui reste ? Est-ce qu'il y a encore des principes qu'il faut appliquer ? Qu'est-ce qu'il faut apprendre ?
Et enfin, si on prend un peu notre boule de cristal, ce sera la troisième partie. Le dev en 2030, ça paraît aujourd'hui quasiment dans un autre siècle, tellement la technologie va vite et tellement on a du mal à prédire ce qui se passe d'une année à l'autre. Première partie, premier bloc de notre discussion, révolution ou évolution. Et donc c'est un peu le grand débat. On peut voir dans les LLM dans le développement de deux façons, soit une amélioration incrémentale, soit une révolution totale. Toi, comment tu vois les choses? Encore une fois, je comprends bien que l'idée n'est pas que ce soit que blanc ou tout noir, mais toi, comment tu vois cette évolution? Alors, moi, l'analyse que je fais de la situation, c'est que c'est encore trop tôt pour décider, mais que il y a un monde futur possible où c'est effectivement une révolution. Donc la question, c'est si ce risque ou cette opportunité, suivant comment on la voit, est avérée, comment on y répond? Alors, qu'est-ce qui peut me faire penser que c'est une révolution? En fait, j'ai essayé. J'ai passé du temps à faire diverses choses que j'étais habitué à faire old school. Et j'ai observé que, manifestement, Claude Code, juste ça marche, quoi. Ça marche. Ça écrit du code qui est mieux que ce que j'aurais pu écrire, plus vite, sans que je m'en occupe. Après, évidemment, tout n'est pas parfait. Pour autant, tout s'améliore. C'est-à-dire qu'il y a 3 mois, il y avait des choses qui marchaient pas, qui maintenant marchent. Donc, et puis il y a 6 mois, c'était pire. Et puis, du coup, si on projette l'évolution qu'on a observée de ces outils qui sont passés de un gadget, en fait, quelque chose qui était bien dans VS Code, voilà, on vous dit les quelques noms, les quelques lignes suivantes du code. Des fois c'est bon, des fois c'est pas bon. Au départ, c'était juste une assistance. On peut faire l'analogie avec la voiture. Au début, la voiture, il y a des assistances, il y a un ABS qui freine mieux que ce que vous auriez fait, il y a une lane assist qui va vous guider le volant, il y a un bip bip qui va sonner si vous vous endormez. Mais ça, c'est pas une révolution, c'est quelque chose d'incrémental. Et je pense que c'est ce qu'on a vécu jusque-là, et c'est ce qui est encore dans l'imaginaire et dans les process qu'on a actuellement. La révolution, c'est en fait, on n'a plus ou de moins en moins besoin d'intervenir dans les développements. Il suffit de donner des idées un peu vagues de ce qu'on veut, et Claude Code, d'autres outils, tout d'un coup, nous posent quelques questions, et puis de façon automatique, prennent en charge les développements. Et du coup, ça change tout. C'est un peu le moment où on enlève le volant dans une voiture, en fait. Est-ce que c'est le sentiment que tu as, toi, dans ton expérience? Tu as enlevé le volant, justement. Quel est le niveau de contrôle que tu gardes? Alors, c'est une bonne question. Je pense qu'on est... Enfin, en tout cas, moi, personnellement, je suis pas prêt à enlever le volant. Parce qu'en fait, je pense qu'on n'a pas suffisamment de recul sur ce que va faire. On n'est pas à l'abri d'une hallucination. On n'est pas à l'abri de ça. Mais après... En fait, ce qu'on observe dans les voitures autonomes, c'est qu'ils n'ont pas enlevé le volant. Ils ont juste compté combien de fois ils touchaient le volant, en fait. Et petit à petit, les Waymo et autres, ils se sont aperçus qu'en fait, ils touchaient de moins en moins le volant. Les distances parcourues sans intervention humaine, c'est un peu ça c'est ça la métrique des voitures autonomes. Et moi, ce que j'observe, c'est que la distance parcourue en développement par Claude Code sans intervention humaine augmente de jour en jour. Et du coup, c'est ça qui me fait dire qu'on est sans doute dans un moment révolutionnaire. Moi, ce que j'aime bien dire, et c'est vraiment la conviction qu'on porte chez Exalt, c'est que le coût des interfaces tend vers zéro. Et un exemple que je prends souvent, c'est de dire que, en fait, il y a 10 ans, pour avoir ton propre Power BI, il fallait être quelqu'un de très élevé dans l'entreprise parce que des gens devaient le développer pour toi, s'assurer que les bases de données étaient bien connectées, etc. Aujourd'hui, n'importe qui peut se faire son Power BI à partir du moment où il a accès à ces données. Et de plus en plus, on sait qu'on peut se coder sa petite interface, ses petits boutons avec une interaction avec une API ou autre. Toi, aujourd'hui, comment tu vois ça? Est-ce que c'est un des éléments qu'aujourd'hui on peut considérer comme complètement déterminé, ou au contraire, ça reste quelque chose d'important? Alors, je ne suis pas sûr qu'on soit très d'accord sur ce qu'est une interface. Si par interface, t'entends un front ou quelque chose comme ça, je pense qu'en fait, il y avait quand on développe un front,
Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être une interface de type tableau ou autre, une interface de type un espace abonné chez Free ou n'importe quoi. Il y a une partie de développement, mais il y a aussi une partie de design, product owning, savoir ce qu'on doit faire en fait. Qu'est-ce qu'on doit montrer, qu'est-ce qu'on doit cacher, qui on doit autoriser à voir quoi, comment on rend le truc réactif, quelles informations on pousse, quelles informations on cache dans des menus. Tout ça, c'est pas l'IA peut aider ou les LLM peuvent aider parce qu'ils ont des grosses bases, mais il reste des décisions à faire qui sont hyper importantes, du retour utilisateur, des choses comme ça. Du coup, je serais moins en fait, peut-être que ça réduit un facteur limitant qui était le code. Mais pour autant, tous les autres facteurs, tout ce qui était peut-être pas des facteurs limitants dans les entreprises, mais ce qui sont un vrai facteur limitant, c'est savoir ce qu'on fait. C'est savoir quel design on fait, qu'est-ce qu'on montre à qui, comment, pourquoi, est-ce que la décision, elle se fait pas carrément par LLM et du coup, il n'y a plus besoin de Power BI. Tout ça, c'est des questions vertigineuses et qui montrent quand même que Claude Code va pas être la solution à tout, mais va clairement déplacer des équilibres et changer là où la réaction du business, en fait le business dans son ensemble, là où les facteurs limitants de cette réaction en fait. Ça me rappelle un vieux proverbe grec qui disait à qui ne sait pas où aller, il n'y a pas de vent favorable. Et donc, en gros, ce que tu dis, tout simplement, c'est que si tu sais pas ce que tu veux, tu peux avoir les meilleurs outils du monde, tu sauras pas quoi faire. Et effectivement, moi, ce que je vois, notamment dans mes équipes, c'est que je leur dis d'abord, avant d'aller coder, de faire justement les choses qui sont visuellement touchables, ce qui était difficile avant, c'est de bien concevoir ce qu'on veut. Quelles sont les entrées, quelles sont les sorties qu'on attend pour pouvoir dire, enfin, le contrôle dont tu parles en fait, de la donnée, des actions et des identités reste complètement central et doivent être à un moment donné définis par un humain. Parce que sinon, la machine aura beau jeu de se tromper ou de choisir ce qu'elle veut, en tout cas d'évoluer de son côté. Et alors, si je reprends, essayer de prendre un peu une perspective, on parlait tout à l'heure un peu du fait qu'aujourd'hui, avec l'IA, c'est un peu la querelle des anciens et des modernes. Aujourd'hui, il y a des gens qui te diront qu'il faut que ce soit que l'IA soit très proche de la machine, d'autres qui te diront qu'il faut utiliser de plus en plus d'abstraction. Toi, comment tu vois ce débat évoluer dans les environnements que tu côtoies ? Dans la tech, c'est quelque part, c'est LLM, ces choses comme ça. C'est un débat, mais qui suit plein d'autres débats qu'il y a eu depuis toujours, en fait. Il y a toujours eu des débats entre du cloud, du on-prem, entre des langages typés, des langages pas typés, entre Linux et Windows, il y a toujours eu des débats. Et il y a toujours eu des évolutions, il y a toujours eu des tenants de la modernité, des gens qui ont voulu le truc shiny, le langage d'après, le framework d'après, et puis d'autres qui disaient non, mais je suis très bien avec PHP MySQL, et j'ai fait des trucs formidables, et il y a toujours des gens qui font des trucs formidables en PHP MySQL. Donc, c'est à la fois pas un débat nouveau, mais en même temps, c'est quand même quelque chose qui rebat les cartes d'une certaine façon, mais je pense qu'on va l'aborder tout à l'heure. Tout à fait. Si maintenant je parle un petit peu de... Parce que je trouve qu'il y a une autre chose qui est intéressante, c'est qu'on voit notamment avec cette IA qu'il y a des couches d'abstraction dont on peut se passer. Donc avant, on avait besoin de boilerplate de code, parce que ça permettait de faire un site. Maintenant, le boilerplate est intégré par les LLM. En tout cas, les LLM sont capables de les recracher eux-mêmes. Toi, aujourd'hui, comment tu vois justement la capacité en fait, qui est nécessaire pour maîtriser ces abstractions ? Alors, pour revenir un petit peu en arrière, historiquement, quand même, l'informatique a évolué avec ce qu'on pourrait appeler une multiplication des couches, en fait. Avant, on avait de l'informatique relativement simple avec un ordinateur ou une mainframe, on contrôlait comment ça marchait. Il y a eu des couches qui se sont rajoutées avec Internet, les abstractions de type cloud, les abstractions PaaS, les bases de données managées, puis des bases de données spécifiquement développées par Google ou Amazon sur des choses qui avaient des parties différentes en fait.
qui était infiniment scalable, mais qui n'avait pas forcément les garanties de transaction et autres. Donc tout ça, et même le développement front ou les choses comme ça, on a pas mal empilé de couches quand même. Et souvent avec quand même des gains assez forts d'efficacité. Les frameworks ont quand même eu des apports extrêmement forts. Si tu voulais faire, je sais pas, à l'époque, sans Django, faire des serveurs web et tout, ça prenait énormément de temps. Et tout d'un coup, Django, Rails, tous ces frameworks web sont arrivés avec une façon cadrée de faire des choses. Et plein de gens ont fait des choses extraordinaires extrêmement rapidement. Donc ce mouvement-là, ou React, avant, si on remonte à jQuery ou autre, c'était quand même pas du tout du niveau de ce qu'on a maintenant en termes d'app web. Donc tous ces frameworks-là, avec des bonnes raisons, se sont créés, améliorés, ont gagné des parts de marché et ont shapé les développeurs. Les développeurs, aujourd'hui, c'est assez difficile quand on recrute un développeur, on va recruter un développeur React parce qu'on sait qu'avec ces frameworks viennent une certaine complexité. Et par contre, à un moment, il faut que ça s'arrête parce qu'on ne peut pas non plus avoir un empilement comme ça de couches où à la fin, plus personne ne comprend rien. Du coup, c'est là où peut-être que moi, une des idées fortes que j'ai, c'est que avec les LLM, avec des outils comme Claude Code ou OpenAI Codex ou autres, on a moins besoin de ces frameworks parce qu'on est capable de laisser automatiquement le code être écrit par le LLM. Donc je pense que c'est un effet qu'on peut attendre. Autant il y a des choses immuables, autant là-dessus, on peut se dire que le challenge vis-à-vis de l'utilisation d'un framework par rapport ou de framework empilé par rapport à quelque chose de plus simple peut devenir plus efficace. Ça peut être plus efficace avec un LLM d'avoir moins de framework, en fait, ou des frameworks plus de type micro-framework. Et tu parlais aussi tout à l'heure en antenne de la convergence en fait des langages, parce que donc même au-delà des frameworks, on voit que des langages typiquement comme Python qui étaient considérés comme petit p le deviennent avec des apports, etc. Et donc finalement aujourd'hui, et je ne sais pas si tu connais ce tweet, cette réflexion d'Andrei Karpathy qui disait que le bon langage de programmation aujourd'hui c'est l'anglais. Parce que fondamentalement, c'est ça qui permet de demander ce que tu veux et c'est la machine qui fait les choix derrière de ces langages. Bon, ma question est plutôt sur la convergence des langages que tu vois. Ouais, c'est quelque chose qu'on peut assez facilement observer où les langages se regardent les uns les autres. Si on remonte à la fin des années 2000, il y avait quand même C, C++, Java et Perl et Python. Et tout d'un coup, avec l'émergence de nouveaux langages compilés comme Scala, Go, Rust, tous ces langages-là, il y avait quand même un marché pour avoir un langage qui... Enfin, déjà, les langages se sont inspirés les uns des autres. Si Python s'est dit, tiens, il faut du typing, c'est bien qu'il a observé que c'était mieux pour les développeurs d'avoir du typing pour écrire du code plus solide, et ça a été mis en place. Et on voit quand même tous les langages converger vers quelque chose qui se ressemble, en fait. Et du coup, c'est moins un problème pour un développeur de passer d'un langage à un autre, par exemple. Et encore plus si il code plus lui-même. Est-ce qu'on pourrait imaginer l'apparition d'une forme de langage terminal qui serait une sorte de synthèse de tous les autres? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut imaginer émerger à 5-10 ans? C'est une bonne question. Peut-être. Peut-être. Ce sera peut-être un mélange de Rust et de Python. Moi, j'ai plutôt tendance à utiliser l'un et l'autre. Peut-être qu'un jour, ça n'en sera qu'un, je ne sais pas. Une créature hybride. Et rendez-vous pris dans 10 ans pour voir si ça va arriver. Avant de passer à la deuxième section, j'aimerais donc te faire la petite section qu'on aime bien faire qui s'appelle Fast and Curious. Je te pose une question et l'idée c'est de répondre en quelques mots. Quel était ton premier moment waouh avec un LLM dans ton code?
Moi, je pense que ça date d'avant tous les outils de vibe coding. C'était GitHub Copilot. J'ai largement progressé en Rust en utilisant ça. Et la simple complétion était déjà quelque chose d'extraordinaire pour moi. Quel est l'outil IA que tu utilises le plus au quotidien? Claude Code. Et une chose que tu as arrêté de coder toi-même depuis que l'IA existe? Une chose que tu as arrêté de faire, des choses que tu faisais et qu'aujourd'hui tu délègues complètement. Moi, je trouve que je code plutôt plus qu'avant parce que ça prend moins de temps. Mais après, effectivement, c'est ne plus écrire de code, en fait. Ou l'écrire, mais avec Claude Code. D'ailleurs, oui, parce que tu as dit les deux choses dans la même phrase. D'ailleurs, est-ce que tu codes plus ou est-ce que tu codes moins? Eh ben, la question, c'est à qui appartient le code, en fait. Est-ce que quand je code avec Claude Code, est-ce que je code encore ou pas? Ce qui est sûr, c'est que d'un point de vue légal, ça reste mon code. Mais... exactement. S'il y a Git Blame, ce sera quand même toi. Et après, on prend la responsabilité de ce qu'on déploie. C'était une de tes questions. Qui prend la responsabilité de quelque chose qui est déployé? Eh ben, c'est quand même le rôle du développeur d'assumer ce que Claude Code écrit, quoi. Tout à fait. Deuxième partie, deuxième bloc. Qu'est-ce qui change pas? Donc là, effectivement, on retourne sur tu vas parler de comment tu délègues à la machine ton code, mais malgré tout, dans l'architecture, dans les principes d'application, c'est toi qui en es à la fois garant, mais aussi tu es celui qui les instille au moment des choix que tu fais, parce que sinon, effectivement, tu pourrais dire à ton CEO de coder lui-même. Donc, quels sont les fondamentaux qui restent importants aujourd'hui? Alors, pour moi, le principal fondamental, c'est avoir la culture du compromis. C'est moi, dans les expériences que j'ai eues de relations, par exemple, entre les CTO et les CEO, les pratiques que j'ai vu le mieux marcher et que j'ai mis en œuvre aussi bien que je le pouvais à chaque étape, c'était de partager les compromis qu'on fait en tant que développeur. On fait toujours des compromis. On fait des compromis quand on prend un cloud, parce que voilà, ça va être plus cher, mais ça va aller plus vite, ça va être plus scalable. On prend des compromis en prenant Python, parce que c'est plus facile à développer, mais c'est moins rapide. On fait des compromis en codant les choses en C++, parce que c'est plus compliqué, mais c'est plus rapide. Donc on fait toujours des compromis. Il y a des compromis de Postgres versus MongoDB, il y a des compromis à tous les étages. Donc, pour moi, le principal, à la fois la difficulté, mais aussi l'intérêt intellectuel de tout ça, c'est d'être capable d'exprimer les compromis et pour le couple CTO-CEO de faire les bons. Parce que rien n'est pire que de faire les mauvais compromis, de passer des années à affiner la moindre ligne de code si en fait le business n'était pas bon et qu'on met tout à la poubelle, ou inversement, ne pas avoir vu la difficulté technique et faire du quick and dirty et à la fin finir de quick win en une big lose. Donc c'est quand même ce compromis-là, à mon avis, c'est au cœur du métier du développeur d'être capable d'exprimer les compromis et de décider d'aligner le business avec les compromis qu'on fait. Potentiellement de changer les compromis, de dire là j'aurais fait mieux, j'aurais aimé faire le truc le parfait, mais on n'a pas le temps, donc on fait pas le truc parfait, et c'est bon aussi en fait. Et est-ce que tu utilises Claude Code pour t'aider dans le choix dans les compromis? Alors de plus en plus. Pour ces sujets-là, j'utilise plutôt OpenAI Codex, okay. ou carrément juste ChatGPT. Je le trouve potentiellement plus intelligent, mais je vois Claude Code comme étant un peu plus brute force et très bon en tool calling. Moi, je vois OpenAI ChatGPT plus smart. Après, j'ai pas de métrique à vous proposer sur ça. Très bien. Et on en parlait aussi avant, donc finalement, la différence entre deux développeurs, ce sera un peu celui qui aura le meilleur goût d'une certaine manière par rapport aux choses et qui sera, évidemment, il y a un côté assez efficace, celui qui choisira la bonne solution, une bonne solution d'un point de vue technique, mais aussi avec une forme d'élégance. Et effectivement, on peut trouver une forme de beauté finalement, à ne pas faire le maximum, mais le plus efficace et peut-être le plus...
Ouais, en fait, cette réflexion autour de, à la fin, c'est une question de goût, c'est quelque part un aveu d'échec de la méthode scientifique. Il est finalement assez difficile de déterminer scientifiquement qui de Go, Rust ou Java est le plus adapté pour faire un projet, ou qui de Svelte, Vue ou React est le plus adapté pour un projet. Est-ce qu'on utilise AWS ou Google Cloud? Scientifiquement, c'est quand même relativement... enfin, on peut toujours faire du pro and cons et mettre ça, mais à la fin, il y a quand même on dit aussi le meilleur outil, c'est celui qu'on connaît. Donc c'est un peu ça que je remets sous le dénominatif goût, avoir du bon goût. C'est quelque part un peu un aveu d'échec, mais c'est aussi ça qui fait réussir le business, quoi. Oui, tout à fait. Puis après, c'est aussi l'expérience qui fait que quand tu connais fondamentalement quelque chose, tu vas pouvoir, même au-delà des LLM, avoir les bonnes intuitions. Mais j'aime beaucoup cette notion-là, parce que fondamentalement, c'est ce qui nous rapproche de ce qu'on est vraiment au fond, quoi. L'intuition, c'est ce qui dépasse les mots et ce qu'on doit mettre en place. Et donc... Et d'ailleurs, ça, je pense que c'est une vraie difficulté pour utiliser des outils de développement comme Claude Code. Ces intuitions-là, c'est aussi le moment où faut le surveiller quand même, Claude. On le voit qui fait des choses, qui va te dire tiens, moi je vais refactorer ça. On a la MR avec tiens, j'ai changé ça. Et soit on contrôle ligne par ligne, mais à des moments, on sent, avant même qu'il ait fini, qu'il part dans le décor, en fait. Et ça, pour moi, c'est assez difficile à expliquer, et c'est plus de l'ordre de ce que tu disais, l'intuition tirée de nos propres réseaux de neurones et entraînée par l'expérience plus que des choses qui tournent sur des puces Nvidia, quoi. Tout à fait. Et puis finalement aussi de nos croyances. Et une des blagues que tu m'as faites un jour qui m'a toujours fait beaucoup rigoler, c'est celle de l'existence des gens qui codent beaucoup en Scala, qui sont les scalafistes. Et donc qui finalement sont un peu des zélotes de leur propre code. Alors ça, c'était il y a déjà quelques années que tu avais utilisé cette expression. Mais je pense qu'elle garde son intérêt, effectivement, quand des choses sont assez comparables, fondamentalement. Ce qui va changer, c'est l'habitude et puis la croyance dans le fait que c'est mieux. Mmh. Exactement. Donc, on a dit, voilà, donc ça, on a parlé des fondamentaux. Maintenant, qu'est-ce qui change véritablement qu'est-ce qui se transforme donc, dans la pratique du développement au quotidien? Donc, il y a l'utilisation, le fait de plus d'écrire. Mais on en parlait aussi, et ça, je trouve que c'est une idée assez intéressante, c'est que le développement devient de plus en plus asynchrone. On passe du temps. Moi, je trouve que un des trucs qui, moi, m'a fait qui me paraît toujours bizarre, c'est ma capacité à faire plusieurs choses en même temps. Donc, évidemment, me perdre dans beaucoup de fils de travaux complémentaires. Et puis même de cette attente face au travail que je pourrais pu avoir avec un de mes collaborateurs, mais donc de juste voir effectivement Claude Code qui réfléchit et d'être dans une sorte d'ennui un peu bizarre et qui recrée. Toi, comment tu vis cette asynchronie du développement? Effectivement, moi jusqu'à utiliser Claude Code, j'étais très dans le in the zone, quoi. C'est des séances où tout d'un coup on est à fond dans le code, on imagine comment le code va être exécuté, comment va marcher la machine, qu'est-ce qu'il faut faire, résoudre le ticket, quel bug il peut y avoir, et d'une réflexion intense, et les moments où il faut mieux pas me déranger, quoi. Mais chacun des développeurs va mettre ses écouteurs ou des choses comme ça. Et ça, typiquement, avec Claude Code, c'est un peu fini, parce que c'est Claude qui met son casque et qui réfléchit. Donc c'est extrêmement perturbant. En même temps, ça ouvre des perspectives de qu'est-ce que peut faire un solo founder, qu'est-ce que Mark Zuckerberg aurait fait s'il avait eu Claude Code quand il avait fondé Facebook. Est-ce qu'il aurait pu finalement aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin tout seul, sans avoir aucune personne à recruter, sans aucun VC à contacter, c'est assez vertigineux, en fait. J'ai pas de boule de cristal, mais je vois là une possibilité d'un monde qui est assez différent du monde dans lequel on est, quoi. Ce qui est sûr, c'est ce que je professe tout le temps, c'est qu'aujourd'hui, des équipes très petites auront la capacité de faire des choses techniquement très avancées, donc notamment du point de vue du software.
l'idée n'est pas forcément de rentrer dans le débat de pourquoi des entreprises comme SAP aujourd'hui voient leur capitalisation boursière baisser. C'est peut-être aussi en partie que fondamentalement les fonctionnalités auxquelles ça pouvait donner accès aujourd'hui ne nécessitent pas du tout le même niveau de développement. En fait, on peut imaginer que c'est peut-être fait par des beaucoup plus petites équipes. Malgré tout, celles qu'on voit être rachetées, donc notamment OpenClaw, je ne sais pas si tu as suivi ce truc-là, donc le fondateur Peter Steinberg, qui se fait racheter par OpenAI, il a quasiment créé, on peut imaginer, autour de 100 millions de dollars tout seul par son travail. Et ça, effectivement, ça revient un peu à ce que tu dis. Après, c'est pas si nouveau que ça. Tu vois, je sais pas si tu as suivi l'histoire de Streamlit. Non, pas du tout. Donc Streamlit, c'est un outil qui permet de faire des petites web apps en Python, en pur Python. Et du coup, ça a été fait par 10 gars de Google. Ils ont été rachetés 800 millions d'euros par Snowflake. Donc, c'est pas nouveau, mais effectivement, on peut imaginer que ça se multipliera. Exactement. Je pense qu'effectivement, mais peut-être que ces 10 gars de Google étaient déjà des gens extraordinaires, donc ils avaient accumulé. Peut-être qu'ils avaient des puces Nvidia dans leur garage. Pour en revenir aux évolutions, on en a déjà parlé, mais je pense qu'effectivement, ça peut changer un peu l'ampleur et l'utilisation des frameworks. Je suis pas un grand spécialiste de front, mais typiquement, moi, je vois Tailscale, qui est un outil qui a un wrapper au-dessus de CSS, qui permet de très simplement centrer des boutons ou des choses comme ça, perdre de sa pertinence par rapport au pur CSS. Si on a un LLM qui écrit le CSS, autant laisser le LLM écrire directement du CSS sans passer par des wrappers au-dessus. Et ça, je pense que ça peut s'appliquer dans plein d'endroits, en fait. De dire, on repart de couches un peu plus basses, de framework web plus simples, de choses comme ça, et on s'embête pas avec ces couches supplémentaires qui rajoutent de la complexité quand même. Il faut apprendre un nouveau langage, le langage n'est pas le même, et repartir sur des couches plus basses, plus connues, plus simples. Donc ça, je pense que c'est une première évolution, un challenge des frameworks et des choix, des compromis que tu fais autour des frameworks qui soient plus les mêmes qu'avant. Il y a une deuxième évolution que je vois, je pense qu'avec Claude Code, c'est plus facile de réécrire des choses, de passer d'un langage à un autre, d'un framework à un autre. Je pense que ça peut vraiment accélérer les évolutions. D'ailleurs, tu parlais d'actualité, il y a IBM qui a perdu beaucoup d'argent le jour où les gens se sont dit qu'ils pouvaient réécrire du COBOL en Java. Et oui. Donc, si effectivement les bases de code monstrueuses des banques en COBOL qui sont prisonnières de leur serveur MVS et de leur gros comment ils appellent ça, Big Iron, les gros serveurs d'IBM, et ben si tout d'un coup ça serait écrit comme ça en Java ou en n'importe quoi, et ben tout d'un coup le business de ces machines très très chères, très très solide, hein, très très bien, mais aussi très très cher, tout d'un coup il devient moins pertinent, quoi. Tout à fait. On va faire la deuxième session Fast and Curious, donc sur ta stack IA de dev. Et donc voilà, pareil, même règle que tout à l'heure, je te demande de répondre en quelques mots. Dans ta stack IA de dev, avec quoi tu fais la génération de code? Déjà, Claude Code. Claude Code. Review et debug. GitLab. Architecture et conception. OpenAI, ChatGPT. Et est-ce que tu changes souvent de stack? Est-ce que tu es fidèle à tes outils? Claude Code, je m'en sers pas depuis si longtemps, donc si la règle c'est quelque chose dure autant de temps qu'il a duré, c'est pas gagné pour Claude Code, mais enfin pour l'instant je suis hyper content, hyper impressionné. Voilà. Troisième bloc de notre discussion, le dev en 2030. Maintenant, on va essayer de se projeter, on va essayer de regarder un peu plus loin. Et donc, pour commencer, ma question, enfin, celle qui aujourd'hui nous, chez Exalt, on est vraiment une boîte de consulting. On apporte des humains pour travailler dans des entreprises. Et demain, est-ce qu'il faut s'attendre à ce qu'il n'y ait plus rien? Qu'est-ce que tu vois? Et comment, toi, tu imagines une équipe de développement ou peut-être même une équipe de product en 2030?
Alors moi, là, on est vraiment dans le monde de l'imagination et Tout à fait. de la futurologie. Euh, Comme je te le disais tout à l'heure, j'imagine un reach beaucoup plus important pour un solo founder qui soit technique, qui tout d'un coup peut de lui-même développer une grosse plateforme ou des choses qui étaient inimaginables dans le passé à lui tout seul, en maîtrisant à la fois le business, le produit et la tech. J'imagine aussi un monde où il y aurait un lead technique qui va faire les choix, les compromis de stack, qui mette en place tout un pipeline de tests, qui fasse une partie de ce que font l'ops, les choix techniques en fait. Et puis qui délègue à une armée de PO qui ne soient pas des développeurs le développement du produit en fait. Donc en partant des fonctionnalités, ben voilà, je veux rajouter telle page d'authentification de telle façon. Si tout d'un coup un développeur n'est plus requis, autant que ce soit directement le PO, au lieu de mettre un ticket dans Jira, qui discute avec Claude Code et que ce soit, au lieu que ce soit un développeur qui lui dit ah mais qu'est-ce que tu crois qui est prioritaire entre ce ticket et celui-là, ou je peux faire ça mais ça posera des problèmes plus tard de dette technique. Ce ne soit plus le développeur qui lui dit, ce soit directement Claude Code, bien prompté par un Claude.markdown écrit par le lead technique dont je parlais au début. Donc ça, c'est une vision possible de l'avenir. Ça ne va pas du tout sans problème. Et c'est très... comment Dystopique. Ouais. Enfin, aléatoire, en fait. Est-ce que c'est un futur qui va arriver Ah bah, c'est tout le problème, c'est ce que vous disait Woody Allen. L'avenir, c'est difficile à prédire, surtout vers la fin. Évidemment, si on avait une boule de cristal, on serait peut-être plus en train de jouer sur des marchés financiers. Ou ce qu'on disait à l'INSEE, le problème avec les prévisions, c'est que ça concerne l'avenir. Ah oui, voilà, exactement. Et donc, même malgré tout, là-dedans, toi, comment tu vois, et nous, c'est aussi un problème qu'on constate chaque jour, comment on fait grandir des juniors dans un environnement comme ça, dans les environnements où fondamentalement, Claude Code peut faire complètement leur travail? Alors, il y a une réponse assez générique qui a été vraie, j'imagine, de tout temps. C'est conseil aux jeunes lycéens, étudiants ou autres, soyez d'excellents généralistes, connaissez l'histoire, la géographie, les dieux grecs et la constitution de la Ve République, et soyez hyper précis sur un domaine. Creusez un domaine, que ce soit, je sais pas moi, là. Donc c'est à la fois vous êtes générique, vous savez très bien vous exprimer, vous savez très bien réfléchir, vous savez très bien écrire, on s'en fout d'orthographe, vous mettez le truc dans ChatGPT, ça marche aussi. Enfin, sachez très bien communiquer, ayez des compétences de générique général très larges, et puis sur un sujet particulier, allez jusqu'au bout du bout de l'état de l'art. Si on applique ça au LLM et autres, je pense que c'est la même chose. Ayez une conscience, travaillez votre culture générale technique, connaissez un peu tout depuis comment marche un microprocesseur ou un microcontrôleur jusqu'à le cloud avec 5 niveaux d'abstraction au-dessus, Kubernetes et compagnie. Et puis après, creuser un domaine. Et du coup, là, c'est aussi l'ouverture qu'offrent les LLM. Tout d'un coup, on peut s'aventurer dans plein de domaines qui étaient des domaines de spécialistes ou juste en promptant, que ce soit de l'architecture, de la résistance du matériau, de la thermique d'un bâtiment. Enfin, rien, il n'y a plus de limite en fait. Enfin, profitez de ça, quoi. Et donc, si j'essaie de te donner le mot de la fin, tu es plutôt optimiste, en fait, si j'entends tout ce que tu dis sur la capacité de, finalement, des individus à pouvoir utiliser ces nouvelles technologies pour se rendre maître et possesseur de la nature. Ouais, je pense que c'est bien résumé, en fait. C'est peut-être mon côté passionné. Effectivement, il y a plein de gens, ça va changer plein de choses pour plein de gens. Et après, autant que les gens soient prévenus et prennent
prennent le bon côté des choses. Après, je suis persuadé que si aujourd'hui tu es dans la traduction ou des choses comme ça, c'est très très difficile pour ces gens-là, quoi. Et alors peut-être un secteur d'avenir pour ces gens qui font la traduction aujourd'hui. Qu'est-ce que tu imaginerais si tu devais mettre une pièce sur les grandes choses qui vont changer et les opportunités qui vont se créer? Je pense que les gens qui faisaient des traductions, ils traduisaient des choses spécifiques. Je sais pas, par exemple, peut-être qu'ils traduisaient des choses de voyage ou des choses pour la Commission européenne ou des choses comme ça. Mais du coup, rien ne les interdit. Ils se sont fait disrupter sur le côté traduction, rien ne les empêche de... Après, c'est théorique et c'est pas... Enfin, c'est pratiquement, peut-être que ça marche pas, mais rien ne les empêche de disrupter ceux qui faisaient de la traduction sur les voyages, de disrupter les voyages, en fait. Parce que tout d'un coup, les barrières à l'entrée ont été clairement très, très attaquées de leur côté sur leur spécialité, mais elles ont été aussi réduites sur les autres. Donc, en fait, c'est pratiquement, c'est difficile pour les gens. Enfin, je veux pas non plus m'ériger en donneur de leçons. Tout à fait. Après, je pense que là où tu as tout à fait raison, c'est de dire que là où certaines choses sont complètement mangées, effectivement, par le software, c'était la prédiction de Andreessen Horowitz. Il y a déjà... C'était le software, et là maintenant, je pense qu'il pourrait dire là, maintenant AI is eating the world plus que software is eating the world. Absolument. Mais ça crée aussi des opportunités. Et moi, je le fais souvent le lien avec, globalement, ce qui va nous arriver. Bon, c'est assez loin, mais dans une vingtaine d'années, a priori, la baisse de la taille de la population mondiale et fondamentalement tout ça, qu'il y ait une forme d'émergence de l'IA. Effectivement, moi, je suis plutôt un techno-optimiste que techno-pessimiste, mais ça, c'est très personnel. Je pense que justement, ça compensera d'une certaine manière. Les humains qui ne seront plus là pourront être remplacés d'une manière ou d'une autre par de l'intelligence artificielle. Il y a un pays qui est quel futur, c'est le Japon en fait. Tout à fait. Quelque part. C'est un très beau laboratoire d'expérience. Merci beaucoup Julien pour avec grand plaisir. Ta participation et on vous retrouve pour les prochains épisodes de Prompt Fiction. Merci beaucoup.